Effectivement, nous avons travaillé avec des collègues, suite à des échanges qu'on a eus avec Pascal par rapport aux questionnements que vous pouviez avoir. Donc, l'idée, c'est de vous présenter très rapidement les offres de services de la CARSAT parce que généralement, on nous connaît, plus sur un des volets, que sur les 2 autres. Ensuite, nous aborderons les données de sinistralité. Le focus sera fait par Laetitia Caroe, qui est statisticienne et qui a fait un focus sur votre réseau, notamment. Ensuite, nous aurons pour les points 3, 4 et 5, donc les enjeux de la prévention, les notions et les outils à votre disposition, Patrice, pardon. Et puis, on finira avec les incitations financières en tant que levier de prévention avec Isabelle. Alors, je clique. Zo. Concernant les offres de services de la CARSAT, généralement, on nous connaît pour la retraite, pour préparer et verser la retraite, mais nous avons aussi 2 autres grandes missions qui couvrent en fait l'action sociale avec l'accompagnement, oui, de personnes, on va dire, qui sont en difficulté ou qu'on peut dire les plus fragilisées, que ça soit en individuel retraité, mais également en tant que salarié en entreprise. Et puis, on a aussi le volet assurer et prévenir les risques professionnels. Donc, nous et les collègues, ce matin, nous représentons la direction de la santé au travail et des risques professionnels. Pour ce qui est de la retraite, vous avez déjà un lien qui est fait hein, avec la branche retraite. Au niveau de l'action sociale, je sais aussi que Pascal travaille de rechef avec notre collègue chargé de mission du service social régional pour tout ce qui est maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion professionnelle. Et puis, nous, aujourd'hui, pour les risques professionnels. Alors, je me permets du coup de préciser, effectivement, Florence, on a effectivement donc des contacts depuis 2018. On a une convention de partenariat signée avec le service qui s'occupe des informations retraite. Donc, pour rappel, pour les participants, vous pouvez solliciter à travers l'UNEA un correspondant CARSAT pour organiser des réunions sur l'accès à la retraite. Donc, ces réunions sont organisées dans vos entreprises adaptées auprès des salariés proches de la retraite pour les informer sur les droits et les démarches à accomplir pour accéder à la retraite. Donc, ça, c'est toujours d'actualité. Si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on a un interlocuteur privilégié pour pouvoir déclencher l'organisation de ces réunions. Et effectivement, j'ai aussi approché le service social de la CARSAT qui s'occupe notamment de la lutte contre la désinsertion professionnelle. Donc, j'interviens le 17 mars auprès du service, donc c'est lundi prochain, je pense, pour présenter les entreprises adaptées et pour voir un peu comment on peut travailler sur des passerelles pour des publics qui sont en risque de perte d'emploi pour des raisons de santé, qui potentiellement peuvent rentrer dans des démarches de reconnaissance d'un handicap et qui pourraient peut-être prétendre à travailler en entreprise adaptée. Donc ça, c'est prévu, on y travaille, Florence, avec vos collègues. Et donc, l'objectif, c'est pour nous de pouvoir repérer les publics qui risquent de perdre leur emploi pour des raisons de santé Mmh. et qui sont éligibles notamment pour être recrutés sur les CD tremplins, mais pas que. Donc, c'est une autre piste aussi pour nous de repérage de publics qui pourraient travailler en entreprise adaptée. Et donc, aujourd'hui, troisième sujet important à travailler avec vous, c'est plutôt le sujet de la prévention santé. Donc, encore merci pour l'intervention d'aujourd'hui. T'en prie. Alors, on a travaillé ce support avec les collègues et avec Pascal pour que ça soit le plus pratico-pratique. Donc, c'est vrai qu'effectivement, Pascal soulignait le fait qu'on avait utilisé des liens hein, à cliquer que vous allez pouvoir réutiliser dans le futur, mais également au niveau des contacts que vous pouvez prendre d'ores et déjà en parallèle. Au niveau de la retraite, il y a 2 volants ou 2 volets. On travaille à la fois, bien évidemment, avec les retraités, mais on travaille aussi avec les entreprises. Donc en tant qu'entreprise, vous pouvez, avoir, on va dire, une pyramide des âges potentiellement qui peut être assez élevée et avoir un certain nombre
de salariés concernés par une retraite dans les années à venir. Et ça peut être préparé. Il peut y avoir des réunions d'information collective qui peuvent être faites auprès des entreprises pour les salariés. Donc, vous avez les mails contacts pour le salarié ou la personne, comme tout à chacun. On peut d'ores et déjà ouvrir notre espace personnel retraite pour pouvoir accéder aux informations de notre carrière. Donc, la retraite, le paiement, le conseil auprès des futurs retraités, volet entreprise notamment, mais également en tant que particulier, informer les salariés et suivre la carrière des assurés en sachant qu'on intervient sur le régime général et les travailleurs indépendants. J'ai mis quelques chiffres, voilà. Si jamais on a une question pour un champion, vous pourrez donner les derniers chiffres qu'on a. Concernant le volet action sociale, à la fois le service social auprès des équipes en territoire représentées par les assistants sociaux qui interviennent auprès des publics salariés, nous avons aussi bien évidemment des actions sociales vieillesse pour les retraités qui sont les plus fragilisés. Pour ce qui concerne les entreprises et les dirigeants, vous avez là à gauche le mail contact générique des équipes territoriales selon votre lieu de domiciliation d'entreprise. Vous reviendrez là-dessus suite aux échanges que Pascal aura avec notre collègue Sylvie Lécardet. Concernant l'accompagnement des entreprises dans les Hauts-de-France, pour la partie santé, travail et prévention des risques professionnels, qui est notre objectif majeur du webinaire, nous avons également remis, mais ce sera rappelé au fur et à mesure du support, un mail contact générique, contact prévention, et puis une ligne employeur. Nos missions à travers cette direction, c'est d'accompagner les employeurs pour prévenir les risques professionnels et engager les entreprises dans la démarche de prévention et cibler aussi des risques professionnels qui sont majeurs. On pourra en reparler aussi avec l'intervention de Laetitia. On a aussi la mission de fixer le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est la fameuse notification des taux accidents du travail et maladies professionnelles. Quelques chiffres aussi qui sont tout frais, puisque c'est des chiffres consolidés à ce tout début d'année. Au niveau du réseau, on va dire restreint, le premier acteur avec lequel on travaille, c'est même un cousin de la sécurité sociale, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque malheureusement une personne est victime d'une maladie ou d'un accident, il y a le côté indemnisation et accompagnement qui est géré à titre individuel et aussi en relation avec l'entreprise par les cousins de la caisse primaire d'assurance maladie. Nous, on intervient encore une fois sur la fixation des taux, cotisation AT-MP des entreprises, issus malheureusement de la survenance des accidents du travail, des maladies professionnelles, et aussi on intervient sur tout ce qui est prévention des risques professionnels. Et là, je passe la parole à Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laetitia Caroré, je suis chargée de mission en gestion des risques professionnels, donc avec pour principale mission la production des statistiques et diagnostics régionaux de santé au travail, et donc évidemment ceci pour aider à la priorisation des actions de prévention. Donc effectivement, je vais vous présenter des statistiques de sinistralité propres à vos établissements. Puisqu'ici, les statistiques concernent 79 établissements donc adhérents pour la région des Hauts-de-France. Ces 79 établissements regroupent 3 970 salariés en 2023. Et ces salariés ont été victimes de 174 accidents du travail. Donc, accidents du travail avec une première indemnisation. Ce qui signifie qu'il y a eu en fait un premier arrêt de travail ou le premier versement d'une rente liée à une incapacité permanente partielle. Et donc ces salariés ont également eu 17 maladies professionnelles qui ont été donc reconnues et indemnisées toujours en 2023. Donc une fois qu'on rapporte ces 174 accidents du travail au volume de salariés, cela équivaut à 43,8 cas d'accidents donc pour 1000 salariés. C'est l'indice de fréquence qu'on retrouve ici sur la gauche donc de la slide.
Ce qu'on constate, c'est que les accidents du travail sont plus fréquents pour les adhérents donc, de l'UNEA par rapport à la moyenne régionale, c'est-à-dire la moyenne tout secteur d'activité. En effet, pour 1000 salariés, on a un peu plus de 10 accidents du travail de plus, donc à nouveau rapporté un volume de 1000 salariés. Les accidents du travail sont plus fréquents, par contre les arrêts sont plus courts qu'en moyenne, puisqu'en effet en 2023, les accidents du travail donc de vos établissements ont engendré donc des arrêts de 93 jours d'arrêt donc en moyenne. Donc effectivement avec une durée plus courte que la moyenne tout secteur d'activité qui s'élève à 99 jours en 2023. Au niveau des principales circonstances donc, de ces accidents, on va retrouver des manutentions manuelles, donc pour 2 accidents du travail sur 3. Donc suivent derrière des chutes de hauteur, donc pour 15% des cas d'accident, des chutes de plein pied, 10%, et ensuite voilà d'autres circonstances, sachant qu'on est à peu près sur les mêmes circonstances que pour l'ensemble des accidents du travail, tout secteur d'activité confondu. Donc en plus des accidents du travail, donc effectivement, comme je le disais, il y a eu 17 maladies professionnelles reconnues indemnisées en 2023. De la même façon, si on les rapporte à l'effectif salarié, cela équivaut à 4,3 cas donc de maladies professionnelles pour 1000 salariés, ce qui est également donc, plus important qu'au niveau régional, donc tout secteur, tous établissements confondus, puisqu'on est à 3,1 cas donc de maladies professionnelles pour 1000 salariés. Au niveau des pathologies, on retrouve exclusivement des troubles musculo-squelettiques avec 3 localisations, donc une répartition d'à peu près un tiers entre les 3 localisations, puisque 35% des TMS ont en 2023 concerné l'épaule, 35% des cas ont concerné le coude et les 30% restants ont concerné le poignet, la main ou le doigt. Je me permets Voilà. juste une Oui. petite précision, Laetitia, pour les adhérents qui sont présents. L'UNEA a une action au niveau national pour essayer de faire porter les surcoûts liés aux maladies professionnelles, non pas uniquement par les entreprises adaptées, mais par l'ensemble des entreprises, puisque souvent, en fait, la maladie professionnelle se déclare en EA, mais est liée à une expérience professionnelle précédant l'arrivée dans l'entreprise adaptée. Donc, notre demande de faire mutualiser ces risques sur l'ensemble des entreprises a été retenue par le gouvernement. Donc, c'est prévu dans le cadre du projet de loi de sécurité sociale de pouvoir faire mutualiser en fait ce risque par l'ensemble des entreprises. Donc, on ne connaît pas encore aujourd'hui les modalités opérationnelles de mise en place de cette mesure, mais en tout cas, notre demande a été entendue. Alors, uniquement pour les maladies professionnelles, hein, ce n'est pas pour les arrêts de travail, les autres arrêts, mais c'est quand même une avancée par rapport au plaidoyer de l'UNEA au niveau national. C'est juste pour apporter une petite précision. Très bien, merci. Pour ma part, donc j'ai terminé donc de vous présenter les statistiques que j'avais préparées. Donc là, ce sont, on va dire, les principales statistiques. On en a d'autres à disposition puisque ce qu'on peut retenir, c'est que de façon générale, on peut ressortir les statistiques de tous les éléments qu'on va retrouver dans la déclaration d'accident du travail ou la reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, dans le document qui D'accord. voilà. Ce qui permet déjà de repérer un peu les axes de travail qu'on peut avoir Tout à au fait, regard des sinistralités observées dans le réseau. tout à Donc fait. c'est intéressant. Mmh. Et si jamais vous souhaitez vous documenter de manière un peu plus, on va dire, importante, Laetitia contribue largement, à la conception et la publication, de la brochure Atlas Ouais. avec, l'ADREETS, hein, la direction régionale, enfin l'ADREETS, je me souviens plus du sigle là tout de suite, c'est pas grave. Et ça permet d'avoir une photographie, quand même assez intéressante au niveau des données de sinistralité, à la fois sur la région et par territoire, mais aussi sur différentes thématiques. Merci D'accord, Laetitia. merci. Mmh. Donc s'il n'y a pas de questions à ce stade, on peut continuer sur les enjeux de la prévention. Je te laisserai Oui, m'indiquer si je vais pas assez vite, Oui, pardon alors en Pascal, tout oui. N'hésitez pas sur en tout cas à poser ouais, vos questions dans le chat, hein, pendant les oui et pas interventions.
Patrice, n'hésite pas à me faire signe ou m'indiquer qu'il faut passer à la slide suivante, notamment pour fluidifier l'explication avec les schémas. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Patrice Guimont-Pré, contrôleur de sécurité donc, à la CARSAT également, et donc en lien direct avec les entreprises, puisqu'on a un rôle de contrôle, mais surtout de conseil auprès des entreprises. Et aujourd'hui, je suis là justement en tant que conseiller pour vous préciser certaines choses. Donc, on vient de voir hein, par le biais de vos statistiques qu'il serait intéressant de vous lancer dans une démarche de prévention pour améliorer les conditions de travail et réduire vos accidents du travail. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a plusieurs enjeux qui sont concernés par ces accidents du travail. D'abord un enjeu humain, hein, je dirais même des enjeux humains, et ça vous le comprendrez, moi je le dis souvent, un accident ça fait mal. Donc l'objectif c'est de ne pas se faire mal au travail. Donc vos statistiques le montrent. Et puis justement ces conséquences peuvent être assez importantes, hein. On voit des arrêts de travail, mais on peut aussi avoir des restrictions médicales, voire des inaptitudes qui peuvent entraîner des licenciements. Je pense notamment au TMS quand on parle de l'épaule. Ça arrive assez souvent. Donc, des enjeux humains qui sont évidemment bien importants. On a aussi des enjeux économiques, hein, vous l'avez compris, on a parlé de votre taux de cotisation. Donc, votre taux de cotisation va augmenter quand vous aurez des accidents ou des maladies professionnelles. Et il faut rajouter à ce taux de cotisation qu'on évoque par le coût direct, on va évoquer aussi les coûts indirects. Un accident du travail vous coûte une certaine somme, mais il engendre aussi d'autres dépenses, notamment par le biais d'achat de nouveaux matériels, de nouveaux salariés, de formations complémentaires pour les salariés qui remplacent les salariés absents, l'image de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qui font que au niveau économique, il y a déjà votre taux de cotisation qui augmente et il y a votre coût indirect qui est en règle générale et en moyenne 2 à 4 fois supérieur à celui d'un coût direct pour un accident du travail. On va parler ensuite des enjeux juridiques, hein, évidemment, hein. Le Code du travail précise que l'employeur, j'ai pas fini s'il te plaît, précise que l'employeur est responsable en cas d'accident du travail. Donc ça, c'est la partie civile. On peut aussi être exposé à une faute inexcusable si jamais on n'a pas mis en place certaines choses. Et puis après, il y a la responsabilité pénale qui peut aussi être concernée par rapport à des choses qu'on aurait fait et qui ne répondent pas au code pénal. Et ensuite, il y a le climat dans l'entreprise avec, on va parler d'absentéisme notamment, de qualité de produit qui serait beaucoup moins intéressant. Et tout ça, donc ces 4 types d'enjeux montrent qu'il est notamment très, très, très utile, voire nécessaire, de mettre en œuvre une démarche de prévention. Donc là, on va pouvoir y aller. Donc, du coup, pour pouvoir commencer une démarche de prévention, il faut connaître certaines bases en prévention et notamment quelques définitions. Donc là, je vais utiliser un schéma, hein, le schéma d'apparition d'un dommage. Donc le dommage étant la conséquence finale, malheureusement, d'un accident du travail et qui concerne une lésion sur l'organisme ou une atteinte à la santé. Alors forcément, pour qu'on ait une atteinte à la santé, il faut qu'il y ait une personne. Donc tu peux cliquer. Et puis, il faut qu'il y ait un danger. Donc le danger, qu'on appelle aussi phénomène dangereux, c'est la cause susceptible de provoquer le dommage. En gros, le danger, c'est ce qui vous fait mal dans le cadre d'un accident du travail. Donc des dangers, il y en a beaucoup. C'est en quelque sorte une énergie. Attends, tu vas un peu trop vite. Donc c'est en quelque sorte une énergie. Donc des dangers, il y aura le bruit, par exemple. On peut parler d'un produit chimique. On pourra aussi parler d'une lame de cutter, par exemple. Et si on évoque les maladies professionnelles, ce sera la posture de travail et la répétitivité de cette posture de travail. Donc évidemment, quand on est en présence de danger mais qu'on n'est pas exposé, tout va bien. Le problème commence à se présenter lorsqu'on sera exposé à ce danger. On dit qu'on est en situation dangereuse. Quand on est exposé au bruit, on est en situation dangereuse. Quand on travaille avec un cutter, on est exposé à la lame de cutter. Et quand on travaille dans une posture contraignante, on est exposé justement à ces postures contraignantes qui feront que derrière, on pourra avoir mal au dos ou autre. Donc jusque-là, la situation dangereuse, c'est pas grand-chose. On est exposé, mais il ne se passe rien. Il faut un événement déclencheur qui fait qu'on va passer de cette situation dangereuse à l'événement dangereux, plus communément appelé l'accident du travail.
Donc, par exemple, la lame de cutter qui glisse et je me coupe. On transforme la situation dangereuse en accident. Le fait de travailler longtemps dans une posture contraignante fera qu'on va ensuite déclencher des douleurs. Et tout ça entraîne donc un dommage, hein, qui peut être éventuellement atténué ou réduit par le biais je dirais de pays, par exemple, hein, d'équipements de protection individuelle ou de choses qui vont limiter le danger. Alors voilà, ça c'est le schéma, je l'ai fait très rapidement, hein, mais vous comprendrez que votre objectif, c'est déjà de déterminer tous les dangers qui existent dans vos entreprises, dans vos secteurs d'activité, et de repérer les situations dangereuses, donc quand on est exposé à ces dangers. Donc on va pouvoir passer à la suivante. L'objectif maintenant, c'est de savoir sur quoi on va agir en premier et en priorité pour être efficace en prévention, entre guillemets, pour éviter un accident. Donc on va reprendre le schéma qu'on avait, hein. Donc tu peux y aller. Donc voilà, on a le schéma complet. Donc le phénomène dangereux étant le danger, ça va être notre priorité d'action. Je vous ai expliqué que le danger, c'est ce qui provoque le dommage. S'il n'y a plus de danger, il n'y aura plus de dommage, il n'y aura pas d'accident. Donc notre priorité, c'est de supprimer ce danger. Tu peux cliquer. En supprimant le danger, on est sûr de supprimer le dommage, il n'y aura pas d'accident. Maintenant, on se rend compte que des fois, c'est difficile de supprimer un danger. Je vais prendre l'exemple que je prends très régulièrement, celui du boulanger. Le principal danger pour un boulanger, c'est la farine. Parce que la farine, elle est très volatile. On peut l'inhaler et donc être atteint de l'asthme de boulanger. C'est une maladie professionnelle reconnue. Mais la farine est aussi explosive. Donc on peut aussi avoir un accident lié à l'explosion. Alors maintenant, si notre priorité, c'est de supprimer notre danger, vous avez tout de suite compris que je vais avoir du mal à dire à mon boulanger, vous supprimez la farine, puisque son danger est aussi sa principale matière première. Donc quand on ne peut pas supprimer le danger, l'objectif sera d'agir sur la situation dangereuse, de faire en sorte qu'on ne soit pas exposé à ce danger. Si on supprime cette situation dangereuse, donc par exemple, je reprends le cas du boulanger, en faisant en sorte que on utilise la farine, mais on ne soit pas en contact. Donc, on aurait par exemple quelque chose en vase clos. Donc, la farine serait déversée automatiquement et elle tomberait dans le pétrin, dans quelque chose de fermé. Ce qui fait que nous, on serait pas, enfin, notre salarié ne serait pas exposé. Donc, on a toujours la présence du danger qui est la farine, mais le salarié ne pourra pas l'inhaler, ne va pas subir l'explosion. Alors là, pareil, c'est très intéressant quand on a une boulangerie d'une taille suffisante, mais dire au petit boulanger qui a 3 salariés d'installer un système complet, il va vous dire bah, déjà, j'ai pas la place, et puis financièrement, c'est compliqué. Donc du coup, on a une troisième possibilité, c'est d'agir un peu en dessous de la situation dangereuse, c'est-à-dire qu'on est exposé, mais on va la réduire. Et le fait de réduire, c'est ce qu'on va utiliser des EPC, des équipements de protection collectifs, c'est-à-dire des systèmes d'aspiration qui vont faire que quand le salarié va verser la farine dans son pétrin, il y a une aspiration en haut du pétrin qui va, je dirais, aspirer l'ensemble, ou en tout cas toutes les particules les plus fines, de sorte à ce que notre salarié ne puisse plus inhaler ou en inhalera très peu. Donc vous voyez là, on est déjà sur du pointillé au niveau du dommage. C'est-à-dire que si jamais on utilise très longtemps ce système, et surtout si un jour je dirais l'équipement de protection collective se dérègle ou tombe en panne, on va de nouveau inhaler les farines. Et ensuite, si ce n'est pas possible, on va donner un EPI. Donc là, l'EPI, ce sera se protéger individuellement. Donc mettre un masque au salarié qui va essayer de le porter le plus longtemps possible. Mais vous avez compris que le masque, c'est difficile, hein. Donc voilà. Donc on a l'ensemble là, hein, vous voyez, hein, notre priorité, ce sera de travailler sur notre phénomène dangereux. On peut y aller. Donc on va reprendre le schéma, hein. Tu peux y aller, je vais aller un peu plus vite. Donc, bah, tu peux tout mettre, si tu veux, tu peux cliquer jusqu'à ce qu'on ait tout. Euh, donc, on reprend notre schéma, hein. On a dit que notre priorité, c'était de travailler dans le haut, c'est-à-dire supprimer notre danger ou notre situation dangereuse. Et c'est ça, faire de la prévention. Parce que quand on supprime le danger ou la situation dangereuse, il n'y a pas d'accident.
Donc notre priorité, ça va être d'agir sur ces composantes. Maintenant, quand ce n'est pas possible, hein, je vous l'ai dit avec le cas du boulanger, mais ça peut être le cas lorsqu'on utilise un produit chimique qui est irremplaçable parce que le process demande de l'utiliser, on va derrière se mettre en sécurité. Et donc, on va utiliser des équipements de protection collective, des équipements de protection individuelle, mais ceux-là, on ne va les mettre que si on est sûr de ne pas supprimer le danger ou la situation dangereuse. Et là, on dit qu'on se met en sécurité. En gros, le port d'un EPI ne va pas supprimer l'accident. Il va simplement réduire l'accident. Il ne va pas supprimer l'exposition. Il va le réduire. Donc là, ça devient un peu plus aléatoire. Donc les EPI, les EPC sont importants, mais ne doivent être mis qu'en cas d'impossibilité de supprimer le danger ou la situation dangereuse. Voilà, on peut continuer. Donc voilà, ça c'était la base, hein. Donc encore une fois, hein, vous pourrez revenir nous voir si vous avez des questions là-dessus. Mais ça vous permet justement d'analyser vos situations de travail et d'analyser également vos accidents du travail pour justement vous améliorer. On a vu par exemple sur les TMS, vous avez quand même beaucoup de TMS. Ça vous permettrait justement de regarder quelles sont les situations dangereuses, des postures contraignantes, et voir si on peut les réduire. Donc ça, ce sera votre principal objectif. Alors pour vous aider, il existe beaucoup d'outils. Donc là, je vais vous les présenter assez rapidement, mais vous avez les liens, comme l'a expliqué notre collègue. Pour chacune des pages, vous avez un lien qui représente l'outil et vous pourrez aller les chercher directement. Donc voilà, ça c'est la liste d'outils, hein. On vous les a mis sur une roue. L'ensemble des outils avec des outils en bleu qui concernent des outils génériques et qui peuvent être utilisables quel que soit le secteur d'activité. En vert, vous avez des outils qui vont être très spécifiques à un secteur d'activité, à un métier. Et en rouge, vous avez un outil qui va être en effet aussi destiné au métier, mais pour lequel il existe aussi un outil générique utilisable pour tout le monde. Donc voilà, donc je vais vous les présenter rapidement, donc on va avancer, comme ça ce sera mieux. Donc vous allez trouver l'ensemble de ces outils sur deux sites, le site amélie.fr et le site inrs.fr. Alors tous les outils pratiquement sont sur l'INRS, hormis deux outils, mais je vous le dirai tout à l'heure, qui concernent le cahier de l'accueillant et qui concerne les fiches comment bien choisir son matériel que vous allez retrouver sur Amélie. Donc là, vous avez ces deux liens, mais pour chacun des outils, je vous ai mis des liens directs, vous verrez après. Donc tu peux y aller. Donc le premier outil dont je voulais vous parler, c'est un outil e-learning à destination des dirigeants qui permet aux dirigeants de se former aux bases de la prévention. Et on va notamment aussi parler de la responsabilité qui est une part très importante pour un dirigeant. Donc vous avez le lien, pareil, vous pouvez le suivre directement en e-learning. Ensuite, tu peux y aller, on a un deuxième outil en e-learning qui concerne lui plutôt l'ensemble des salariés. Donc c'est de se former sur les bases en prévention et lui, il est à destination de tout le monde en entreprise. Donc là, ça vous permet simplement de voir un peu sur quoi on peut se baser et qui on peut appeler, notamment avec les acteurs de prévention. Vas-y. Il existe aussi des dépliants. Alors là, on arrive sur des outils spécifiques métiers. Il existe beaucoup de dépliants pour différents métiers qui vous permettent plusieurs choses. Donc, vous voyez, là, on vous a mis les premières pages, hein. Restauration traditionnelle, travail de bureau, je crois que ça vous concerne presque tous, les métiers de la propreté aussi, et puis les métiers de bois, d'emballage. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, le lien pour aller chercher l'ensemble est sur le diapo, hein, il est écrit lien souligné. Donc, tu peux passer sur la suivante. Voilà ce qu'on y trouve sur ces dépliants. Donc, vous allez retrouver des statistiques, un peu comme l'a fait Laetitia, hein, mais ciblées à un métier particulier. Vous allez retrouver les principaux risques. Alors, à chaque fois, on a les quatre risques majeurs pour chacun des métiers. Tu peux y aller. Ensuite, des bonnes raisons d'agir. Donc, en gros, il y a une photo avec c'est bien et pas bien. Voilà ce qu'on ne devrait pas faire. Voilà comment on peut faire. Vous voyez, là, vous avez l'exemple de nettoyage des vitres. On n'utilise pas un escabeau pour nettoyer les vitres en hauteur, mais on utilise une perche. Et donc, à la fin de ce dépliant, vous avez les solutions pour agir et l'ensemble des partenaires qui ont participé à la rédaction de ces fiches. Donc voilà, sur ces fiches, vous en avez beaucoup sur différents métiers que vous allez pouvoir retrouver sur l'INRS. Ensuite, on a un autre outil qui est très important pour vous, c'est l'outil OIRA,
qui va vous permettre de faire votre évaluation des risques. Donc, vous savez qu'une entreprise a obligation de faire l'évaluation des risques qui concernent son secteur d'activité. Donc ça, c'est un outil en ligne, gratuit et anonyme. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un laps de temps très long. Vous pouvez enregistrer si vous n'avez pas terminé. Vous revenez quand vous voulez. Et donc là, il vous permet de faire votre évaluation des risques. Et là, pareil, il en existe différents par métier. Et on en a un générique. Si jamais vous ne trouvez pas votre métier, vous pourrez justement aller utiliser l'outil OIRA générique. Donc, tu peux continuer. Voilà, on le retrouve, ça c'est ce que je disais, accessible en ligne. Vous pouvez faire une session test et vous enregistrer. Et chose importante aussi, il n'y a aucune utilisation des données personnelles au niveau européen ou au niveau national. Donc vous pouvez y aller sans problème, vous ne risquez rien. Ça vous permettra quoi? Alors vous allez retrouver les risques qui sont liés à votre métier, donc ça vous permet surtout de ne pas oublier certains risques, puisque vous devez en effet faire l'évaluation des risques les plus exhaustifs possibles. Vous avez la possibilité d'ajouter des risques que vous auriez observés et qui ne sont pas liés directement au métier. Et puis, on vous propose des mesures de prévention déjà en place. Donc, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, tout est prévu. Et vous pouvez aussi en rajouter d'autres. D'accord? Et à la fin, ça c'est important puisque le document unique doit aboutir sur un plan d'action, vous allez pouvoir éditer votre plan d'action pour pouvoir l'intégrer à votre document. Vas-y. Donc, voilà, ça c'est la liste hein, des outils aujourd'hui, OIRA. Donc, vous avez beaucoup de métiers qui sont concernés, hein, vous avez vu la liste. Et il existe aussi un tutoriel pour vous expliquer comment l'utiliser. Et le lien est aussi sur cette page. Voilà, donc on continue. Ensuite, on a l'accueil des nouveaux, puisque vous avez aussi parfois des nouveaux. Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Et là, il y a notamment le cahier de l'accueillant, qui est un cahier générique. Hein. Là, pareil, c'est pas lié à un métier particulier, qui vous permet de mettre en place justement l'accueil dans l'entreprise et à son poste de travail. Donc, vous allez retrouver celui-là sur amélie.fr. Alors, voilà ce qu'on va retrouver. Hein. Vous allez avoir l'explication avec les enjeux de l'accueil, comment mettre en place concrètement un accueil. Et puis, on va vous parler des 3 phases. Tu peux y aller. Des 3 phases qu'il faut mettre en place quand on accueille un nouveau, à savoir préparer son arrivée. Ensuite, comment ça se passe le jour J? Et en 3e phase, l'accompagnement sur un laps de temps plus ou moins long, on va évoquer le système de parrainage. Et vous avez donc ce cahier que vous pouvez remplir vous-même, puisque vous allez avoir à chaque fois des possibilités d'expliquer, enfin d'écrire ce que vous mettez en place, et surtout, vous allez pouvoir aller chercher les bases au début du cahier pour être sûr de ne rien oublier. Donc, vous allez pouvoir écrire ce qui existe déjà et éventuellement ce que vous pouvez améliorer par rapport à ce qui est écrit au début du cahier. Voilà, donc ça, c'est un outil très intéressant, très générique, donc tu peux y aller, qui peut être accompagné aussi d'un outil très intéressant qui est l'outil TutoPrev, donc notamment le TutoPrev accueil. Hein. Vous allez retrouver des TutoPrev pédagogie, mais ils ne vous concernent pas directement, c'est plutôt pour la formation initiale, donc pour les lycées professionnels. Pour vous, ce sont des TutoPrev accueil. Alors, c'est quoi? Vous voyez les petites images. Hein. En gros, c'est une chasse au risque. Vous avez pour chaque TutoPrev qui est lié à un métier particulier, des chasses au risque. On vous permet justement d'aller chercher toutes les situations qui sont liées au métier. Donc, il est destiné bien sûr aux nouveaux arrivants. La finalité, c'est de permettre à l'accueillant en entreprise de vérifier que le nouvel arrivant sera en capacité de repérer les dangers et donc de pouvoir travailler en sécurité, puisqu'il va aussi proposer des mesures de prévention. Donc, vas-y. Ce qui est intéressant, voilà, donc vous avez une liste assez exhaustive aussi, hein, pas mal de métiers existants. Il y en a d'autres qui sont en cours. Donc là, c'est vrai que depuis, celui du BTP a été mis à jour et on en a d'autres qui sont déjà sortis. Hein. Maintenance industrielle, il a aussi été mis à jour et le travail de bureau également. Donc vous avez pas mal une liste et vous en avez d'autres qui sont prévus. Donc plasturgie par exemple en 2026 et il y en aura encore d'autres. Donc, pour chaque TutoPrev lié à un métier particulier, vous allez retrouver 3 ou 4 planches, donc avec plusieurs situations dangereuses à repérer. Vous allez avoir une fiche de restitution qui va permettre aux jeunes ou aux nouveaux salariés, en tous les cas, d'identifier les risques et de proposer des solutions. Et surtout, vous avez
3 ou 4 fiches identiques au premier, mais avec les corrections qui vont permettre au tuteur de vérifier que ce qui a été mis, enfin, ce qui est proposé par le jeune ou le nouveau est efficace. Et ça va lui permettre d'aller un peu plus loin. Donc, tu peux avancer, si tu peux. Donc voilà, ça, vous avez cet exemple-là, hein, on l'a mis un peu plus gros. Ça, c'est dans la restauration traditionnelle. On a ciblé beaucoup de situations dangereuses, donc il faut les repérer. Vous avez une petite fiche pour noter, voilà ce qu'on a repéré, et vous avez la correction. Donc là, on a repéré toutes les situations, et vous avez un tableau avec les mesures de prévention qu'on pourrait mettre en place pour chacune des situations. Et ils sont classés par rapport à des colonnes. La première colonne, ce sera des mesures de prévention qui permettent de supprimer le danger ou la situation dangereuse, donc les plus efficaces, d'accord? C'est de la prévention. La deuxième colonne, ce sont des mesures de protection collective. La troisième, les mesures de protection individuelle. Et enfin, sur la quatrième colonne, des mesures complémentaires qui vont s'apparenter à des actions de formation, d'information ou de consignes de travail par le biais de rédaction de fiches de poste. Voilà, donc ça, c'est un outil très intéressant qui vous permet aussi de faire votre évaluation des risques. Alors, cet outil existe de manière interactive. Alors, pas encore pour tous les métiers. Vous avez la liste ici. Et les 3 métiers qui étaient en cours sont sortis vraiment dernièrement. Là, c'est tout nouveau. Alors, ils vous permettent, si tu veux bien aller plus loin, de ne pas utiliser les fiches, mais d'aller directement avec l'ordi. Donc, vous avez les mêmes fiches, les mêmes chasses au risque. Vous allez repérer simplement une situation. Et là, on va vous proposer de quel risque il s'agit. Vous pouvez cliquer. Donc, si vous avez bon, bah, vous passez à la suite. Si vous avez faux, on vous dit, ben voilà, ça c'est faux. Et on vous explique pourquoi. Et derrière, la suite, vous voyez, là, ici, de quel risque on a mis le risque lié à la circulation et collision de personnel. On est bon. Donc, derrière, on va nous proposer des mesures de prévention. Et pareil, on va pouvoir choisir les mesures de prévention. Voilà. Alors, un autre outil, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser vos accidents du travail. Donc, c'est une grille d'analyse qui vous permet de ne rien oublier et de répondre aux 7 questions qui sont importantes quand on fait une analyse d'accident. Donc là, pareil, vous allez le retrouver sur le site de l'INRS. Et en complément, la CARSAT, donc tu peux avancer, la CARSAT a créé un jeu qui s'appelle Risk Hour et qui vous permet en complément de comprendre pourquoi il faut analyser les accidents du travail et surtout pourquoi il faut s'en tenir aux faits et ne pas interpréter et juger. Et ce petit jeu de plateforme qui est jovial, hein, qui est intéressant, vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'accident du travail et sur l'analyse de ces accidents. Donc ce jeu, vous pouvez l'avoir auprès de nos services. Il vous suffit de faire une demande, notamment sur le site de la CARSAT, Risk Hour, et on vous l'enverra. Je me Voilà. permets d'intervenir Vas-y. parce que justement, j'ai mis la vidéo qui présente le Exact. jeu Risk Hour juste en dessous du logo. On a déposé la marque, hein, c'est quand même une offre innovante parce qu'il y a, allez, on va être chauvin, il n'y a que les Hauts-de-France, la CARSAT des Hauts-de-France qui a conçu et créé et qui met à jour parce qu'on a 2 nouveaux scénarios qui vont sortir bientôt. Je vous ai mis le lien sur le site internet de la CARSAT et là le formulaire que vous pouvez, sur lequel vous pouvez cliquer là Parfait. directement dessus pour demander votre boîte. Alors, Et on chose peut importante, hein, aussi, c'est un jeu gratuit. Hein, on est voilà. d'accord? C'est un jeu gratuit pour les entreprises qui cotisent, donc tout simplement. Alors, OK. Donc ensuite, on a des fiches solutions. Alors pareil, par métier, les fiches solutions, donc là on a la liste, hein, vous avez le lien, on va tout de suite passer à la suivante. Les fiches solutions, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement sur un métier particulier, on vous explique quel type de risque on a. Et puis là, entre guillemets, c'est vraiment, voilà ce qu'on peut faire, voilà les bonnes pratiques à utiliser et le bon matériel à mettre en place. Donc là, vous avez un exemple sur les métiers de bouche. Un autre exemple, ensuite, enfin, vous verrez, il y en a beaucoup. Ensuite, on a d'autres fiches encore hein, qui permettent de choisir son matériel en complément des fiches solutions. Donc là, on a pareil, hein, par métier. Si on a besoin de matériel particulier, voilà euh, ce qu'on peut acheter et comment on peut rédiger un cahier des charges. Donc là, ça va vous servir pour être sûr de ne pas acheter du matériel qui ne fonctionnera pas par rapport à vos risques. Et ça servira aussi, et du coup, je vais faire le lien avec ma collègue,
Si jamais vous avez une aide financière proposée par la CARSAT, ça va vous aider à choisir le matériel qui rentre bien dans l'incitation financière qu'on vous propose. Voilà, donc je suis allé assez vite hein, pour vous présenter les outils, il y en a beaucoup, mais en tous les cas, on reste à votre disposition pour aller plus loin et pour vous préciser certaines choses. Voilà, donc je vais passer la parole à Isabelle qui va vous parler des incitations financières. Et là, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour vous et en complément. Merci Patrice. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous indiquer dans le chat. Je suis aussi intéressée de vous entendre sur est-ce que ces outils, vous les connaissiez? Est-ce que vous les utilisez déjà ou pas du tout? Enfin, n'hésitez pas à vous exprimer pour qu'on sache aussi quel est l'état des connaissances du réseau par rapport aux outils existants. Personnellement, moi, j'en ai découvert et je retiens notamment le fameux cahier de l'accueillant. Je pense qu'il est vraiment intéressant à utiliser. On peut se l'approprier pour le personnaliser pour les entreprises adaptées. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant cet outil. Tout à fait. Mais alors, je À sais que vous mon êtes tour. impatient d'arriver sur les leviers financiers. On est toujours impatient de m'écouter, c'est bizarre. Bonjour Bah, à alors, tous. Moi, excuse-moi Isabelle, je vais oui, juste te demander de m'indiquer, parce oui, quand qu'autant je tu peux connais très passer. très bien la partie Patrice, parce qu'on l'a déjà fait, mais n'hésite pas à m'interpeller en me disant Florence, vas-y, hein, ou des D'accord, choses comme ça. pas de D'accord? souci. Merci. Ouais, pas de problème. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Isabelle Dujardin. Je suis la responsable du service incitation financière, donc à la CARSAT Hauts-de-France. Donc, je vais vous présenter notre offre de service qui est assez globale puisqu'elle couvre de nombreux secteurs d'activité. Elle touche toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et on va venir vous aider financièrement pour supprimer, réduire, limiter les risques qui peuvent exister dans votre entreprise. Et donc, je fais le lien aussi avec la présentation de Patrice. Là, tu peux passer. Donc, on a trois types d'aides financières principales. Ce sont les contrats de prévention, les subventions prévention et la subvention prévention risque ergonomique. Donc, je commence par les contrats de prévention. Là, c'est une offre qui est destinée aux entreprises qui ont moins de 200 salariés. Donc, à chaque fois, quand on parle d'effectifs, on regarde au niveau sirène. Donc, si vous avez plusieurs établissements, on va regarder l'effectif global pour voir vers quelle subvention vous pouvez vous orienter. Ces contrats de prévention, ça va être un contrat qui va engager à la fois votre entreprise et la CARSAT sur un certain nombre d'équipements, de matériel que vous souhaitez acquérir, de formation également, de diagnostic, d'accompagnement. Et c'est une démarche globale de prévention. Donc, un contrôleur de sécurité viendra dans votre entreprise pour regarder un petit peu l'état des lieux de tous les risques qui peuvent exister au sein de votre entreprise et proposer, en plus de ce que vous souhaitez vous acheter, et proposer des actions, ce qu'on appelle des actions négociées, pour qu'on ait une prévention qui soit globale. Je vais reprendre l'exemple du boulanger dont Patrice parlait tout à l'heure. On va pouvoir aider par exemple des boulangers à acheter, alors c'est un exemple, mais un pétrin avec un capot pour éviter l'inhalation des poussières de farine et donc diminuer le risque d'inhalation et la maladie professionnelle, l'asthme du boulanger. Ça peut être le boulanger qui souhaite acheter cet équipement-là, et puis le contrôleur de sécurité pourra également peut-être dire, dans la boulangerie, finalement, il peut y avoir aussi des risques de chute, et donc on va changer, par exemple, le carrelage pour éviter ces chutes de plein pied. Voilà, donc ça va être une action négociée. Dans chaque contrat, on a également une formation. Alors, à minima, c'est le e-learning dirigeant dont Patrice parlait aussi tout à l'heure. Elle est obligatoire dans chaque contrat. Ça peut être d'autres formations qui sont demandées par l'entreprise ou par le contrôleur en fonction de la situation. C'est du cas par cas.
Une chose très importante, pour pouvoir bénéficier d'un contrat de prévention, votre entreprise doit être couverte par une CNO, une convention nationale d'objectifs. Alors ça, vous savez si vous êtes couvert par cette convention en allant regarder le site Amélie Entreprise. Il y a 29 conventions actuellement qui couvrent des secteurs d'activité extrêmement vastes. Ça peut être la boulangerie, la restauration, la métallurgie, les bâtiments, travaux publics. Enfin, voilà, c'est très, très vaste. À partir du moment où cette convention existe, vous pouvez bénéficier d'un contrat de prévention. Pour toutes les questions d'ordre général ou très précises, ou si vous ne connaissez pas votre contrôleur de sécurité, par exemple, vous avez une adresse mail qui est contraprévention@carsat-nordpicardie.fr. C'est mon service qui gère cette boîte mail. On vous répond rapidement et sur tous les sujets. Voilà, si vous avez une question, alors sur un contrat ou sur une aide financière en général, vous pouvez utiliser cette adresse-là. Une fois que le contrôleur est venu dans votre entreprise, vous avez établi avec lui la liste des équipements, formations, etc. Que vous souhaitez faire. Un contrat est signé. Une fois que le contrat est signé, vous pouvez commander et vous pouvez acheter vos équipements. On laisse une durée d'1 an, 1 an et demi, parce que des fois, les investissements sont lourds et vous devez avancer les fonds. Une fois que vous avez acheté l'ensemble des matériels, on vient finalement vous rembourser une partie de ce qui a été payé. Donc, en général, ça tourne autour de 30-40% du montant investi. Au maximum, on peut aider à hauteur de 75 000 €. Sauf si vous avez une convention nationale d'objectifs qui précise un montant un peu moindre. Il y a une convention qui précise 50 000 €, par exemple, mais généralement, les autres conventions sont à 75 000 €. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au contrat ou alors on passe aux aides suivantes et je réponds à la fin. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat, Bon. en tout cas. Alors, du coup, je continue sur les subventions prévention. Donc là, on va venir aider les entreprises de moins de 50 salariés. Autant le contrat de prévention, on était sur une démarche globale de prévention, on regardait tous les risques qui existaient au sein de l'entreprise. Autant sur les subventions prévention, on va venir cibler soit un secteur d'activité particulier, soit un risque particulier. On va aider les entreprises à hauteur de 25 000 €. C'est la même chose que pour les contrats de prévention, c'est-à-dire que l'entreprise, vous devez acheter d'abord et on vient financer une fois qu'on a la preuve de la facture acquittée. Le pourcentage de participation, c'est entre 50 et 70% en fonction de l'équipement. Et à chaque fois, on prend le montant hors taxe. On a une enveloppe budgétaire. Tu peux passer la suivante, je pense, Florence. On a une enveloppe budgétaire régionale. Chaque année, en fait, la Caisse nationale nous alloue un budget. Et donc, voilà, tant qu'il y a du budget, on peut aider. Une fois que le budget est épuisé, il faut attendre l'année suivante. Donc, on a des conditions d'attribution pour pouvoir bénéficier d'une subvention de prévention. Donc, avoir moins de 50 salariés, c'est toujours l'effectif sirène, si vous avez plusieurs établissements. Après, on a des règles qui sont exactement les mêmes que pour les contrats. C'est être à jour de ses cotisations URSSAF, avoir un document unique qui est à jour, adhérer à un service de santé de prévention au travail. Tu peux passer la suivante. Et puis, investir dans des équipements qui répondent à nos conditions générales d'attribution et à nos cahiers des charges. Donc ça, c'est important parce que vous verrez qu'en fonction des subventions de prévention qui existent, on a différents équipements et à chaque fois, on a des cahiers des charges bien précis qui sont associés. Vous devez acheter des équipements qui doivent être neufs, qui doivent être complets. Je pense par exemple à des échafaudages. Ce n'est pas des compléments d'échafaudage, il faut acheter l'échafaudage dans son entièreté.
et le financement doit être au comptant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout ce qui est financé en leasing, en crédit bail, parce que il faut que l'entreprise soit propriétaire de l'équipement qui est utilisé par ses salariés. Tu peux passer. Donc, je parlais d'une enveloppe budgétaire annuelle cette année. Pour les Hauts-de-France, on a un petit peu plus de 3,9 millions d'euros. Pour toutes les demandes qui arrivent à partir du 1er janvier 2025, ces demandes sont valables uniquement pour du matériel, de la formation, des diagnostics, etc., qui ont été réalisés cette année en 2025. On accepte des factures d'acompte 2024. Par exemple, vous souhaitez faire une formation pour vos salariés, il y a eu une facture d'acompte au mois de décembre, il n'y a pas de souci, du moment que la formation est réalisée en 2025, on pourra la financer. Toutes les demandes, elles se font exclusivement en ligne sur Notre Entreprise, sur votre compte entreprise. Tu peux passer à la suivante. Donc, ici, c'est voilà, on a regroupé toutes les aides qui existent en ce moment. Chaque année, on a des nouveautés, on a des aides qui sont supprimées, remplacées par d'autres. Là, on en attend 4, enfin 2 régionales qui sont en cours de réflexion, qui vont arriver dans les prochains mois, et 2 nouvelles aides nationales qui devraient arriver aussi dans peu de temps. Mais voilà, ça évolue très vite. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez avoir vraiment des informations toutes fraîches, c'est d'aller voir régulièrement sur le site Amélie Entreprise, où là, vous avez vraiment les nouveautés qui sont mises en ligne très, très, très régulièrement. En tout cas, on a une partie qui est captage, c'est tout ce qui est en lien avec les risques chimiques. Donc, ça va être des systèmes de ventilation essentiellement qui sont financés. On a une partie qui est top BTP et construction de maisons individuelles qui vont venir intéresser, comme leur nom l'indique, les bâtiments et travaux publics. On a une aide sur les risques psychosociaux et donc on peut financer un diagnostic qui serait réalisé dans votre entreprise. Et puis, on a une aide de subvention régionale culture de prévention. Donc là, c'est spécifique Hauts-de-France. On va venir vous aider au financement d'une formation d'un salarié désigné compétent, donc une personne ressource au sein de votre entreprise qui sera en capacité de déployer une démarche de prévention et de réaliser un plan d'action. On peut financer également une partie du plan d'action qui sera issue de cette démarche. Je ne rentre pas dans le détail, vraiment tout est détaillé sur notre site internet et sur Amélie Entreprise, où vous pouvez faire une recherche par secteur d'activité. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous avez l'étendue de toutes les aides qui vous concernent, en fait. Ça, c'était pour les subventions prévention. Puis, on a la petite dernière, enfin, qui date de l'année dernière, mais qui, en termes de budget, voilà, est la première consommatrice, c'est la subvention prévention risque ergonomique. Alors, l'ergonomie n'est pas un risque. C'est un terme qui a été choisi pour essayer de parler au maximum au grand public. Cette aide-là, elle est issue de la réforme des retraites de 2023 et du FIPU, si vous en avez déjà entendu parler, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Et donc, la subvention prévention, elle est budgétisée sur ce fonds-là. On va venir aider toutes les entreprises qui relèvent du régime général, quelle que soit leur taille. Donc, on va aller de 1 salarié à 4 000, 5 000, enfin peu importe, il n'y a pas de plafond. On peut aider également les travailleurs indépendants qui vont cotiser à l'assurance volontaire. Donc ça, l'assurance volontaire, c'est l'AVAT, c'est la CEPAM qui gère cette cotisation. Et on va venir aider en fait à la limitation ou à la réduction du risque TMS. Donc elle remplace, si vous aviez eu connaissance avant des aides financières TMS Pro et
Diagnostic et TMS Pro Action, c'est cette aide-là qui plus ou moins remplace ces deux subventions. Donc tu peux passer, on va financer à hauteur de, on a des plafonds 25 000 € par type d'objet en fonction de ce que vous souhaitez acheter. Je vais détailler après les différents objets. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 000 € d'aide avec un taux de prise en charge qui est de 70% du montant hors taxe. Vous pouvez cumuler ces 3 objets. Donc, au maximum, vous pouvez avoir 75 000 €. Et vous pouvez également avoir donc l'objet 4, c'est salaire de préventeur. Là, c'est un forfait. C'est une fois tous les 4 ans, en fait. Tu peux passer. Je vais vous détailler un tout petit peu ce qu'on y finance. D'abord, on peut financer de l'équipement. Donc là, on a une liste limitative d'équipements avec des cahiers des charges associés à chaque fois pour ces équipements. Si vous souhaitez, par exemple, investir dans un transpalette électrique, dans un monte-charge, peu importe, du moment que c'est dans la liste, vous achetez l'équipement et une fois que vous avez la facture acquittée, vous pouvez déposer votre demande et nous, on pourra vous rembourser 70% du montant hors taxe. Tu peux passer à la suivante. On a des équipements spécifiques. C'est un peu le fourre-tout. Ça va du lave-verre, donc ça peut intéresser le secteur de la restauration. Ça peut intéresser les coiffeurs puisqu'on peut financer des bacs à shampoing. Voilà, c'est vraiment éclectique. Donc, on touche énormément de secteurs et on a des listes. Cette liste-là, en fait, qui est évolutive puisqu'on a des évolutions qui sont à peu près tous les 3-4 mois. On a des nouveaux équipements qui viennent s'ajouter. Et là, normalement, ce mois-ci, on a tout ce qui est équipement anti-vibratile qui doit être aussi donc mis en ligne sur Amélie et pour lesquels les entreprises pourront faire une demande d'aide. Tu peux passer à la suivante. On va financer tout ce qui est formation déployée par des organismes de formation habilités par l'INRS. Donc, si vous souhaitez que vos salariés puissent suivre des formations en lien avec les TMS, on va financer 70% du exosquelette, j'en parle après. On va financer 70% du coût pédagogique. Tu peux passer. On va financer également des diagnostics. Donc là, c'est typiquement l'aide TMS Pro Diagnostic qui existait avant. Pareil, on finance 70% de l'accompagnement. Tu peux passer. On va financer également des actions de sensibilisation. Donc, si vous souhaitez faire de la communication, faire un événementiel au sein de l'entreprise, une journée avec un prestataire extérieur qui va venir parler des TMS, sensibiliser vos salariés à ce risque-là. On peut financer l'événement proposé ou alors si vous souhaitez créer un site web, voilà, ça peut être hyper vaste. On peut financer 70% de cette communication et de cette sensibilisation aux salariés. Alors là, je vais parler de l'exosquelette. On va financer aussi des aménagements de poste dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est nouveau. On peut financer des mesures individuelles si vous avez un salarié qui a des soucis de santé, qui peut être en arrêt fréquemment, qui pourrait, si on n'aménage pas son poste de travail, s'inscrire dans finalement une désinsertion professionnelle. On peut financer les travaux, les mesures d'aménagement de son poste de travail. Alors, il faut que ces mesures, elles soient individuelles, c'est-à-dire propres aux salariés qui ont difficulté. Il faut que ce salarié soit suivi par un médecin du travail, peu importe son statut, je vais dire. Il n'est pas forcément reconnu travailleur handicapé. Il peut l'être, mais c'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est de se dire, si jamais
je ne fais rien pour mon salarié, il peut, sa situation de santé, enfin son état de santé peut se dégrader et il peut finalement être en arrêt extrêmement longtemps. Et en gros, qu'est-ce que je dois faire? Je le fais suivre par un médecin du travail. Le médecin du travail va préconiser en fait un aménagement de poste. Donc ça peut être, alors je vais prendre l'exemple de l'exosquelette, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne le finance pas parce qu'on n'a pas de recul nécessaire et ça peut déporter le risque. Je pense que Patrice serait plus capable que moi d'expliquer, mais en gros, on va venir réduire le risque TMS, mais ça peut déployer d'autres soucis de santé par la suite. Mais pourquoi pas, si le médecin du travail préconise aux salariés le port d'un exosquelette, si le médecin du travail a bien complété l'annexe 4 de l'arrêté de 2017 qui préconise cet aménagement de poste, l'employeur achète l'exosquelette et ensuite nous dépose une demande d'aide financière aménagement de poste. On pourra financer 70% du montant hors taxe de cet équipement. Ça peut être des équipements de bureau, le bureau qui est réglable en hauteur, par exemple, la chaise ergonomique, etc. Mais ces équipements-là, souvent, c'est des montants qui sont assez faibles. Nous, on a toujours une obligation de 1 000 € minimum de subvention. Donc, ça veut dire investir pour vous à peu près 1 800 €. Voilà. Alors ça, on commence à avoir quelques demandes, mais c'est un peu long parce que ça a été mis en place que l'année dernière. Il faut que les médecins du travail soient au courant, pensent à cette aide-là et à se dire ah bah oui tiens je vais préconiser un aménagement de poste pour que derrière l'employeur puisse aménager et avoir une aide financière. On travaille également avec Cap Emploi et AGFIP. Il y a des cumuls d'aides qui sont possibles et nous, on vient toujours en premier droit, en amont, en premier en fait. C'est nous qui finançons et par la suite, la GFIP peut venir compléter derrière. Alors, il y avait justement la question Ah bah, du cumul des aides possibles et je pense que, alors peut-être que les participants me contrediront, mais je pense que nous, on a plutôt le réflexe d'aller voir d'abord la GFIP parce que oui, c'est notamment parce qu'on embauche en particulier en majorité des personnes en situation de handicap et que du coup, on a plus l'habitude d'être en mode adaptation de poste par rapport à un type de handicap. Donc, ouais, vous dites qu'en gros, il faudrait plutôt d'abord s'adresser à vous avant oui, de ouais, démarcher idéalement. la GFIP. Ouais, idéalement. Alors on travaille, on est en train de mener un partenariat en fait avec Ouais, Cap d'accord. Emploi et AGFIP justement pour voir comment on se coordonne Ouais, parce qu'en fait on n'a pas forcément sinon ce serait trop simple, on n'a pas les mêmes règles de gestion. Nous on ouais, fonctionne toujours sur facture acquittée, c'est-à-dire que vous avez ouais. réalisé les travaux, vous avez acheté des équipements, alors que l'AGFIP fonctionne sur un système de devis. Vous n'avez pas encore acheté. Ouais. Donc voilà, il y a pas les mêmes règles de gestion, donc mais en tout cas, nous, on vient toujours en premier droit. D'accord, donc ça veut dire Mmh. que, potentiellement, donc on s'adresse d'abord à vous. Ouais, Vous pouvez nous dire: «On intervient à hauteur de X euros» et éventuellement la GFIP pourrait venir en complément, c'est ça. Ouais. avec un plafond de financement ou ça peut aller jusqu'à 100 de Alors l'investissement? on a la règle des minimis qui veut que normalement, il y a un cumul d'aides publiques possible à hauteur de 70. D'accord, ouais. Maintenant, à voir avec la GFIP parce que je ne sais pas dans quelle mesure enfin, je connais pas le pourcentage en fait d'aide de la GFIP. Ouais et surtout que la GFIP, je pense qu'on peut considérer que ce sont des fonds privés. Euh, alors là, j'ai un doute parce que la GFIP c'est public. Alors À ils vérifier. Là, gèrent quand j'avoue, même je vais pas en dire de fait, bêtises, je les aides sais de la pas. GFIP émanent quand même des contributions des entreprises, ouais, à vérifier, ouais. Mm. Voilà, mais alors c'est nouveau, donc tout se met en place, hein. Il n'y a pas D'accord. encore beaucoup d'aide par rapport à ça, mais une fois que les médecins du travail auront bien pris le pli en fait et de penser à ce système-là, je pense que là, ça peut valoir le coup pour les entreprises. Mmh.
Tu peux passer, Florence. Voilà, ça c'est le dernier objet sur la subvention prévention risque ergonomique. Donc, ce sont ce qu'on appelle salaire de préventeur. C'est un forfait. Si au sein de votre entreprise, vous avez une personne qui a des compétences dans le domaine de la prévention, qui travaille sur les risques TMS, par exemple, on peut financer un forfait. Donc, c'est 8 235 €, que le salarié soit en CDD ou en CDI. On a juste besoin de son contrat de travail, de la fiche de poste du salarié, éventuellement d'attestation de formation si, a priori, le titre de son emploi ne correspond pas du tout avec le domaine de la formation. Mais ça arrive régulièrement qu'on ait des demandes comme cela. Et à partir de là, quand on a tous ces documents, on peut financer ce forfait. Donc, c'est par sirène, hein. Par entreprise, quand vous avez plusieurs établissements, on ne le verse qu'une seule fois. Tout ce que je vous ai dit là, c'est valable aussi pour les travailleurs indépendants qui cotisent à l'assurance volontaire. Donc, les formations, les équipements et les diagnostics ergonomiques, donc sauf le salaire préventeur, puisque comme il est indépendant, il n'a pas de salarié. Donc, on ne peut pas lui donner ce forfait. Les conditions d'éligibilité, je vais passer très rapidement. C'est exactement les mêmes que pour les contrats de prévention et pour les subventions de prévention. Je vous ai mis un petit lien hypertexte en dessous, vous pourrez regarder. Alors, c'est un lien qui va vers le site de la CARSAT Normandie qui a créé un tuto sur justement le dépôt de ces demandes et qui est bien fait. Donc, on est quand même d'accord que sur les dernières aides présentées, Oui. Elles rentrent dans le cadre du FIPU, c'est ça? Alors, uniquement la subvention prévention risque ergonomique. D'accord. Donc, ce que j'ai présenté là, les 4 dernières slides, Oui. donc tout ce qui est équipement, formation, diagnostic, action de sensibilisation, aménagement de poste de travail et salaire de préventeur. Ça, c'est FIPU. Et donc, ça veut dire que ces aides-là sont ouvertes aussi aux entreprises de taille plus importante? Oui, il n'y a pas de plafond. D'accord. Tout à Donc fait. ça, c'est intéressant aussi parce que dans le réseau, on en a quelques-unes qui dépassent 100, 200, voire 300 salariés. Oui, Donc, là, potentiellement, elles peuvent ouais, être concernées également. tout à fait. Ouais. On a un budget de 11,4 millions pour les Hauts-de-France cette année. C'est énorme, énorme. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on a toujours l'adresse générique contrat prévention @carsat-nordpicardie.fr. Vous pouvez poser des questions si vous n'êtes pas sûr d'un matériel, si vous n'êtes pas sûr qu'il y a encore du budget, enfin voilà. N'hésitez pas, parce que la règle, c'est le principe, c'est le premier arrivé, premier servi. Alors, c'est valable pour toutes les aides financières, mais pour le FIPU, c'est un peu plus prégnant puisqu'on n'a pas de système de réservation. Puisque vous nous déposez votre demande une fois que vous avez déjà acheté l'équipement. Alors que les subventions prévention que j'ai pu présenter juste avant, ça marche aussi sur devis. Vous nous présentez votre devis, on vous dit OK, si vous achetez cet équipement-là, on vous réserve autant. Donc, c'est pas tout à fait la même règle de gestion. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Pour chaque équipement, chaque diagnostic prestation, on demande une attestation sur l'honneur. Donc, elle est différente en fonction de ce que vous demandez. Mais tout est disponible sur le site Amélie et aussi sur Net Entreprise. Quand vous déposez votre demande, vous avez la liste de tous les documents que vous devez nous fournir. Donc là, c'est le budget qui est ventilé. Donc 11,4 millions. Après, c'est ventilé, par tranche d'effectifs. On a quand même la majorité de notre budget qui va vers les entreprises de moins de 50 salariés, mais on peut aider quand même les entreprises de plus de 50 et de plus de 200. Tu peux passer. Voilà, ça c'est un petit récap de comment on fait une demande. Il faut aller sur Net Entreprise.
vous déposez l'ensemble des justificatifs, vous complétez le formulaire de demande. L'idéal, c'est d'aller voir un petit peu avant sur Amélie Entreprise la liste de ce que vous devez nous envoyer. Comme ça, la demande, elle se fait quand même assez facilement quand vous avez tous les justificatifs sous la main. Il n'y a qu'à télécharger. Une fois que c'est déposé, c'est mon service qui prend en charge votre demande. Parfois, on a des questions complémentaires, des petites choses qui nous manquent. On vous contacte par mail ou par téléphone. Et puis ensuite, on vous tient au courant également quand on a besoin de justificatifs, alors complémentaires. Et quand on a l'ensemble, on fait le virement qui est effectué sur le RIB que vous devez nous transmettre. Ça se fait voilà, c'est assez fluide et assez simple d'utilisation. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Amélie Entreprise. Vous avez aide financière TPE, PME. C'est rangé par secteur d'activité, par type d'aide. Vous avez vraiment l'entièreté des informations. C'est très, très complet. Vous avez également le numéro de téléphone, c'est le numéro employeur 36 79. Si jamais le conseiller ne sait pas vous répondre, ça bascule dans le service incitation financière de la CARSAT. Donc, on pourra vous répondre. Et puis, le mail, le générique, vraiment, je vous invite à l'utiliser. On peut vous répondre sur des cas particuliers. Il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci Isabelle. Moi, j'avais une question complémentaire. Quand on se met dans le cas d'une entreprise qui va investir dans du matériel et qui se pose la question de est-ce que ce type de matériel serait éligible à un financement de la CARSAT? Quel conseil vous nous donnez du coup pour qu'on puisse se rassurer par rapport à ça? Il faut regarder si le matériel est listé dans ce que vous venez de nous montrer, c'est-à-dire Ouais. répertorié comme étant un matériel éligible. C'est ça en Oui. fait le réflexe qu'il faut avoir? C'est ça. Oui, D'accord. il faut aller voir, vous regardez sur Amélie Entreprise si le matériel est répertorié. Si vous le voyez, vous pouvez aussi, ou si vous ne le voyez pas, vous pouvez aussi contacter votre fournisseur. Nous, on a une communication vers les fournisseurs, ils savent. Et Alors ils vous souvent, vendent moi je vois généralement. des entreprises adaptées qui me disent j'ai acheté tel matériel et le fournisseur m'a dit après coup qu'on aurait pu avoir une aide de la CARSAT. Et en gros, du coup, le A ne vient pas chercher d'aide de la CARSAT pensant qu'il est trop tard. Parce que souvent, en fait, avec les services de l'État, on doit d'abord faire la demande de subvention avant d'investir. Et là, en fait, chez vous, c'est l'inverse. Pour les subventions de prévention, vous pouvez acheter. Et nous, derrière, on va venir vous rembourser, en fait, une partie. Par contre, pour les contrats de prévention, ça, c'est la subtilité. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de commande. Parce que ça ne fonctionne que sur devis. Et il faut attendre la signature de contrat pour pouvoir commander. D'accord. Donc, tout dépend de ce que vous demandez. Voilà, subvention, prévention, pas de souci, nous on vient après coup, mais il faut que ce soit l'année de l'acquisition. Oui. Il y a toujours cette notion, sinon ce serait pas marrant, on s'ennuierait. Mais si vous avez acheté en 2025 quelque chose, vous pouvez demander toujours en 2025 l'aide financière. Et si vous souhaitez un contrat de prévention, de toute manière, le contrat de prévention, il est fait vraiment en étroite relation avec le contrôleur de sécurité. Et donc, faut pas hésiter à le questionner. Et le contrôleur sait exactement comment ça fonctionne et il vous dira de toute manière, c'est la première règle, c'est surtout pas de commande parce que sinon c'est trop tard, on pourra pas financer. Donc soit le matériel est référencé, soit c'est une préconisation du médecin du travail. Oui, pour qui peut l'aménagement quand même de poste. prescrire un aménagement avec peut-être que là la liste est un peu plus large du coup. C'est le médecin du travail qui. C'est ouvert. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est complètement ouvert, donc c'est vraiment chaque cas est particulier. Si une entreprise a plusieurs salariés qui se retrouvent dans cette situation-là, il faut faire plusieurs demandes. On ne peut pas faire une demande pour l'ensemble des salariés.
Voilà, parce que c'est individuel et que Là, c'est c'est du cas par cas. individualisé, comme ce Mm, qu'on fait avec les aides de la GFIP. D'ailleurs, on a Eric qui témoignait en disant la médecine chez eux, la médecine désigne un ergonome qui, lui, intervient auprès de la GFIP directement pour le financement. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions parmi les participants? N'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes, donc c'est le moment ou jamais. Est-ce que vous connaissiez ces aides? Vous pouvez me répondre dans le chat ou prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Tous les micros sont Non, coupés. pas toutes. Pas toutes. Non, donc en tout cas, on a quelques réponses indiquant Mm. que les aides n'étaient pas forcément connues. Alors, je pense que le FIPU, notamment, comme c'est assez récent, l'information n'est pas forcément beaucoup diffusée dans les réseaux, j'ai l'impression. Donc, pas du tout. Ok, donc en fait, je pense qu'il y a quand même une découverte. L'objectif, c'est qu'on puisse vous diffuser le support avec tous les liens, parce qu'au-delà des aides financières, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'outils qu'on peut utiliser, s'approprier, personnaliser par rapport à son entreprise. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller farfouiller sur les sites Internet pour trouver les différents outils existants. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez passer par moi éventuellement pour que je réinterpelle Florence qui réinterpellera ses collègues. En tout cas, on essaiera de répondre au maximum aux questions et aux demandes qui pourraient remonter suite à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions vraiment particulières pour présenter certains outils, alors je pensais notamment au jeu que vous avez présenté, qui a été créé sur la région. Si jamais Discover. certaines entreprises ont envie qu'on fasse une petite session collective de découverte, peut-être que Florence accepterait qu'on fasse un petit groupe d'entreprises Ça adaptées. peut toujours se négocier. De toute façon, c'est ce que j'avais proposé, hein, Pascal. On peut très bien faire une présentation du jeu. C'est vraiment un jeu intéressant parce que ça permet d'agir en collaboration, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est ludique, dynamique, assez rapide. Et je trouve que c'est dans ce style enfin, de situation qu'on peut fixer certaines notions aussi. Donc, ça peut être ouais, une petite animation qu'on fait sur un territoire, plutôt en présentiel. Hein, Ouais, c'est l'avantage aussi du jeu, c'est de se rencontrer. Et puis après, ça peut être exploité, bien évidemment, c'est des structures. Hein, mais l'idée, c'est de se l'approprier quand même. ouais, ouais. Donc, je pense qu'au lieu de le commander en direct, c'est bien de voir un peu de quoi on parle en fait. Donc si jamais il y a des EA intéressés pour qu'on constitue un petit groupe en région ou sur un territoire de la région pour découvrir cet outil qui est nouveau, hein, donc je pense que ça peut être intéressant. Et je vois aussi Pascal Lecoq qui signale aussi l'intérêt sur le financement d'une journée de prévention. Mm. Je pense que dans les entreprises adaptées, c'est aussi un moyen de mobiliser quelques fonds pour former des collaborateurs, avoir Ouais. peut-être des référents aussi internes sur le sujet qu'on n'a pas toujours, notamment dans Mm. les plus petites, c'est pas toujours évident. Mm. Donc, je pense qu'il y a vraiment des opportunités pour qu'on puisse davantage se saisir de ces enjeux de prévention qui ont été bien présentés par Patrice, hein, avec quand même des enjeux Mm. humains, financiers, juridiques. Enfin, donc, on voit toutes les dimensions de la prévention. Et les entreprises adaptées sont aussi confrontées au vieillissement de leurs salariés, donc avec des risques qui sont croissants et qui sont d'autant plus croissants que quand on a affaire à des personnes en situation de handicap, le handicap en général ne Mm. s'améliore pas avec l'âge. Donc, je pense qu'on a évoqué vraiment des sujets très importants pour le réseau, pour les années à venir. Et j'espère que les participants pourront se saisir des opportunités qu'on aura présentées dans le webinaire. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, Pascal, quand on a échangé en préparant ce webinaire. Ça fait beaucoup d'informations en 1 heure et demie. Mm, mm. Euh, L'idée derrière, c'est déjà vous repartez avec un support, vous avez identifié, il y a effectivement des personnes vraies et vivantes au sein de la CARSAT pour pouvoir vous répondre, et vous avez des contacts mail, vous avez un numéro de téléphone, vous savez qu'à un moment donné, il y a des possibilités de nous interpeller, et vous avez aussi les liens
d'un certain nombre d'outils. Donc il y a une possibilité à la fois de redécouvrir ce support, hein, dans son entièreté, mais il y a aussi la possibilité d'aller faire du picking par rapport au questionnement que vous avez et de la, on va dire de l'étape dans lequel vous êtes, sur la thématique de la démarche de prévention et votre réflexion. Parfait. Ben donc, s'il n'y a plus de questions, je propose de clôturer cette séquence. On est dans les temps, donc on a été bon. Merci beaucoup à Florence, Laetitia, Patrice et Isabelle de s'être mobilisées pour préparer cette réunion. Donc, on vous diffusera bien sûr le support ainsi que l'enregistrement. Et merci à tout le monde pour votre participation. Une Bonne belle journée journée à à tous vous. et à Merci toutes. Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.